Bonjour Eric, bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Salut Alain. Je te laisse partager. Oui, c'est parti. C'est parti. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va commencer dans 5-6 minutes, le temps que tout le monde se connecte correctement. Je vous propose un café. Volontiers, avec un demi-sucre pour moi, s'il te plaît. Bah, tu sais, tu connais. Par contre, pour ce câlin, pas trop court et avec un sucre entier. Ah non, il a arrêté le sucre. Là. Ouais. Ah, Allô. Bonjour David. c'est une très bonne idée, je vais aller m'en faire un. Voilà. Bonjour. 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 Serge Henry. Bonjour Serge. Alors, je vais peut-être essayer la caméra, mais j'ai pas beaucoup de débit où j'habite. Pas de problème. Je suis pas certain que ça tienne la route. Pas de souci. À la limite, les caméras, c'est sympathique pour nous, surtout lors des questions-réponses. Après, il n'y a pas d'obligation, évidemment. Ouais. Voilà. Bah, a priori, ça marche. Sinon, si ça se casse la figure, c'est que le débit a été diminué. Pas de problème. On est beaucoup de participants à la... Oui. Cinquantaine, pour l'instant, ouais, 50. Pourquoi je ne vois pas 55. Donc Eric, on demande des nouvelles de ton PC. Alors, mon PC va a priori bien. Je vous remercie. J'allais faire une mauvaise blague, il n'a pas de virus, a priori. Mais j'ai prévu le coup, puisque j'ai la présentation est sur Box. Ouais. Ça, je l'ai. Je l'ai récupéré. Et puis j'ai mon deuxième PC qui est là, juste à côté, prêt à intervenir. C'est ceinture et bretelles ce matin. Voilà. Donc, si jamais on constate
on va dire, des choses un petit peu bizarres, à ce moment-là, dites-le, interrompez-moi. Et puis, par exemple, je couperai le flux vidéo. Peut-être que ça permettra de… Parce qu'il y a de grandes chances que c'était juste un problème réseau hier. Mais bon, malheureusement, ça fait partie des joies de la DSL où on n'est pas toujours sûr de la bande passante qu'on a disponible. Ouais, c'est toujours le réseau qui est en cause. À partir du moment où tout a bien été installé, certifié dans les normes, etc. Tu as regardé combien on avait d'inscrits ce matin, Gaëtan? Oui. On était à combien? Une centaine? 107, ouais. D'accord, donc On est à on va dire qu'on est quasiment… Ouais. On est aux 80 et quelques pourcents habituels. Un peu moins. Si possible. Alors, pour répondre à la question de Thierry sur la possibilité de revoir en replay les webinaires, non, c'est pas possible aujourd'hui. On peut simplement, c'est du live, c'est du direct, il n'y a pas d'enregistrement. Et donc, vous pouvez simplement récupérer à votre demande par email, à l'adresse qu'on va vous donner, les slides de présentation et les documents qui sont proposés pendant la vidéo. Et on ne peut pas la revoir. On est désolé, on n'est pas en train de commenter Fortnite. Non. Ouais, alors c'est un choix de notre part hein, pour le moment. Peut-être que dans les semaines à venir, on va faire des webinaires avec la possibilité de replay. Mais ça demande, on va dire, des préparations un petit peu différentes. Et puis comme ça, de cette façon-là, on a le plaisir aussi d'échanger en direct avec vous, et ce qui, je pense, est aussi intéressant. 82 participants. Bah, tour de contrôle, hein, si vous me donnez l'autorisation de démarrer, j'y vais. Écoute, go. 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 Allez, c'est parti. Alors, le thème d'aujourd'hui, audiovisuel et Internet, où en sommes-nous? Donc, un grand merci de votre participation. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on profite de cette période un petit peu particulière pour faire assez régulièrement des webinaires. Jusqu'à présent, vous avez été plus de 1500 à les suivre. Donc, ça nous encourage à continuer. Et donc, effectivement, on va continuer de cette façon-là à rester connectés. C'est aussi très sympathique tous les messages que vous nous envoyez. Donc, écoutez, nous, on est très contents de le faire et apparemment, ça vous plaît également. Donc, continuons comme ça. La plateforme Zoom, je pense que un grand nombre d'entre vous commencez à la connaître aussi bien que nous. Donc, effectivement, la possibilité d'intervenir, que ce soit par chat, que ce soit aussi en activant votre micro, et puis le partage de la vidéo que font certains. Alors, effectivement, vu la situation, on a réorganisé notre façon de travailler. Alors que ce soit pour Gaëtan, Alain ou moi, on est déjà dans un mode de travail qui est en télétravail, que ce soit de chez nous, de nos différents lieux de déplacement, et puis avec de temps en temps un passage à nos bureaux à Roissy. Mais c'est vrai que pour les équipes plus sédentaires, notamment ceux qui sont basés à Eindhoven, ça a nécessité une réorganisation, mais qui permet de continuer notre activité. Alors, nos produits sont assemblés aux États-Unis avec différentes sources d'approvisionnement qui viennent d'Asie. Pour l'instant, il n'y a pas eu de perturbation, donc a priori, il ne devrait pas y en avoir. Et en plus, on a un stand temporaire en Hollande
notamment sur ce qu'on appelle nos best-sellers, donc DSX, CertiFiber Pro, OptiFiber Pro, Microscanner PoE, etc. Et puis aussi sur toutes les références qui sont concernées par la promotion La Fibre pour tous. Donc, malgré tout, là, on va dire la partie la plus impactée de notre activité, c'est la partie qui est liée au Gold et à la calibration des appareils, puisqu'effectivement, ça suppose un appui sur de la logistique, des gens qui sont également, qui doivent être présents physiquement dans l'entreprise. Donc là, on peut constater des délais, on va dire, un petit peu plus longs que d'habitude. Et puis aussi des problématiques liées au transport entre des entreprises qui sont fermées et qui ne peuvent pas renvoyer les équipements de prêt, puisque vous savez que dans le Gold, vous avez lors de la calibration la possibilité d'avoir le prêt d'un appareil équivalent à votre appareil. Et puis évidemment aussi parfois des délais de transport qui sont plus longs qu'à l'accoutumée. Et puis peut-être des délais de calibration un peu plus longs. Donc on va dire pour gérer au mieux tout ça, on vous demande de privilégier les contacts par email. Donc notamment, on vous a remis le contact du support. Et puis dans le cas où vous vous retrouvez dans des situations compliquées, n'hésitez pas à contacter l'un d'entre nous pour qu'on puisse essayer de trouver des solutions parallèles qui vous permettent de faire avancer votre activité et d'être prêt pour la fin de cette période de confinement. Alors, le grand sujet du jour, ça va être finalement la convergence des infrastructures entre le monde audiovisuel et le monde des réseaux. C'est vrai que si on revient un petit peu en arrière, le rôle des infrastructures réseau était principalement de transporter des données entre ordinateurs, mais on a vu durant ces 10-15 dernières années des profonds changements par rapport à ça, où effectivement de nouveaux équipements, je pense notamment à la téléphonie, à la vidéo sur IP, sont venus s'intégrer dans les infrastructures réseau. Et puis effectivement, comme les technologies réseau dans leur ensemble permettent des bandes passantes toujours plus importantes, c'est vrai que les données partagent les infrastructures avec d'autres types de services, la VoIP, l'audiovisuel ou tout ce qui est BMS ou gestion intelligente des bâtiments. Donc ça va impacter évidemment la conception des infrastructures parce que leur dimensionnement doit évoluer pour des raisons de bande passante, mais aussi pour des services et des fonctionnalités qui vont être demandées à cette infrastructure à travers ces nouveaux équipements et ces nouveaux services et ces nouveaux usages. Alors, je pense vous avez tous entendu parler de ces données statistiques sur le fait que la vidéo est devenue le trafic majeur de l'Internet, alors que ce soit l'Internet fixe ou que ce soit l'Internet mobile. Donc, si par exemple, vous voyez, ces graphes sont assez intéressants puisqu'ils permettent de montrer graphiquement quelles sont les sources de trafic les plus importantes d'Internet. Donc, c'est des données qui datent de la fin de l'année 2019. Donc, évidemment, des solutions des services type Netflix, YouTube, Prime Video s'accaparent quasiment 30% du trafic de l'Internet mondial. Tout ce qui est streaming, alors qui peut être légal ou pas, également. Et donc, en fait, on se rend compte que déjà, tout ce trafic vidéo, là, entre le transfert de MPEG, les technologies moins déployées, type QuickTime d'Apple, les téléchargements, etc., ce qui est lié aussi à la PlayStation, ça représente 65%, donc quasiment un peu moins des 2/3 du trafic Internet fixe. Sur la partie mobile, on voit que là, YouTube représente plus d'un tiers du trafic mobile. Et puis, on voit aussi d'autres services. Alors, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir ça parce qu'on se rend compte effectivement de comment finalement le trafic Internet, notamment, que ce soit sur les fixes ou les mobiles, est finalement accaparé par quelques acteurs, YouTube, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram. Et puis, on sait aussi les liens entre un Facebook, un WhatsApp et un Instagram. Donc, c'est assez intéressant de voir ça, comment le trafic se concentre. Alors, on peut se dire, oui, mais c'est l'Internet, oui, mais c'est les réseaux mobiles.
Alors, c'est vrai, donc c'est plutôt des usages qui sont a priori des usages personnels, mais on sait aussi que ces usages personnels ont lieu dans le cadre des entreprises et du LAN et des réseaux Wi-Fi également. Parce que oui, sur YouTube, il y a tous les YouTubeurs qui expliquent comment finir top 1 dans Fortnite, mais il y a aussi des gens comme nous qui publient des vidéos sur comment nettoyer un connecteur MPO, sur comment mettre en place un projet sur son OptiFiber Pro, etc. Donc, difficile de faire la part des usages personnels et professionnels, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que forcément, les entreprises et le business en général s'accaparent ces médias. Et puis, une grande partie de ce trafic va aussi se retrouver sur les LAN, donc sur les réseaux d'entreprise, qui soient fixes ou mobiles. En parallèle de ça, ce qu'on voit, c'est que le nombre d'objets connectés ne cesse d'augmenter, puisqu'on était grosso modo à un peu moins de 20 milliards d'équipements en 2018, et on sera à près de 30 milliards d'équipements en 2023, donc c'est un horizon qui est dans 2 ans et demi, donc qui est assez proche. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir la proportion de ce qu'on appelle le M2M, donc machine to machine, donc on peut aussi, qui recouvre aussi tout ce qui est l'Internet des objets ou IoT, où ça devient plus de la moitié des équipements connectés et qui triple, puisqu'on voit qu'en 5 ans, ils sont passés de 6 à 15 milliards. Donc, c'est des chiffres qui sont complètement fous, mais c'est une réalité. Et derrière l'IoT, il y a plein d'objets qu'on connaît déjà quotidiennement. Ça peut être un parc-mètre, ça peut être une solution, une borne dans une entreprise pour accueillir les personnes, ça peut être un point de commande dans un supermarché. Bref, on a tous tout un tas d'exemples en tête. On ne fait pas toujours forcément le lien entre l'IoT et ce type d'objet, mais l'IoT, c'est aussi ce type d'objet. Et puis, un point qui est aussi vraiment intéressant, c'est que, de façon un peu exagérée, on pourrait dire que les PC sont une espèce en voie de disparition, puisque ce qu'on voit, c'est qu'en 5 ans, le nombre de PC dans ce mix d'appareils connectés a quasiment été divisé par 2. Alors, évidemment, c'est dû à la très forte progression du machine-to-machine, mais ce que ça veut dire également, c'est que les infrastructures, elles évoluent dans le sens où on est passé, comme on le voyait il y a quelques minutes, d'un trafic qui était d'échange de données entre des PC à un trafic qui est maintenant d'échange de données entre tout un tas d'équipements avec des caractéristiques particulières, avec dans des environnements de plus en plus divers, et donc avec aussi des répercussions sur comment on doit mettre en place ces infrastructures. Alors, et puis ce qui était vrai il y a quelques années, les moins en moins, puisque ce qu'on voit, c'est que les équipements M2M ou les équipements IoT, qui étaient généralement des équipements qui avaient des trafics très faibles et très inférieurs aux autres connexions comme les smartphones, PC, tablettes. Mais en fait, c'est ce trafic qui est aujourd'hui en augmentation le plus rapide. Et l'une des grandes raisons, c'est les applications vidéo. Là encore, donc là, ça vous permet de voir sur les milliards de connexions M2M, de voir sur quel type d'application ils sont. Donc, on voit par exemple que les villes connectées, tout ce qui est commerce, tout ce qui est télétravail, on voit qu'effectivement, il y a des progressions assez importantes. Et puis, les applications, on les connaît, c'est la vidéosurveillance qui a lieu, que ce soit au niveau de villes, d'autoroutes, d'entreprises, d'habitats, tout ce qui est vidéo à la demande, les affichages multimédia qu'on voit de plus en plus à l'accueil d'un hôpital, dans un supermarché. Évidemment, le télétravail, alors qui est quelque chose de vraiment d'actualité. Et puis, quand on pense à ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, sans doute que le mix entre travail et télétravail est appelé à évoluer, comme sur les événements, ce qu'on appelle le présentiel et le virtuel. On voit qu'il y a des changements importants. On voit aussi que le téléenseignement va se généraliser, là encore, avec un mix entre la présence et le virtuel qui est appelé à
changé vraiment en faveur du virtuel. Et tout ça, ça engendre un trafic qui est de plus en plus important. Et évidemment, des équipements et des infrastructures qui doivent prendre en compte ces usages et ce trafic. Alors, l'un des segments qui est très intéressant à regarder aussi, c'est les télévisions connectées. Et c'est vrai que on l'a tous, on le vit tous. Hein. Si on regarde comment en 10-5 ans nos téléviseurs ont évolué, on est passé déjà aux écrans plats, puis à des systèmes où en fait on a la télévision via la DSL, puis maintenant à des systèmes où on a YouTube directement en application sur ce qu'on appelle les Smart TV. Et puis, effectivement, ça a un impact, là encore, sur le trafic qui est très important, puisque un téléviseur HD connecté génère autant de trafic en quelques heures que la totalité des autres équipements connectés d'un foyer sur toute une journée. Donc, effectivement, ça a un impact très important. Et puis, effectivement, le fait qu'on passe sur des technologies Ultra HD, là encore, qui génère un trafic qui est 9 fois plus important qu'un équipement SD. Et puis, ce parc de téléviseurs Ultra HD, c'est là encore, à horizon 2023, la majorité des téléviseurs qui seront présents dans les foyers, mais aussi puisqu'on sait que l'affichage digital, l'affichage multimédia est de plus en plus utilisé, que ce soit à l'accueil, dans des salles de réunion, pour par exemple orienter les individus dans un centre commercial ou dans un parc d'attractions. Bref, on voit qu'il y a tout un tas d'applications et une prolifération des écrans et des systèmes d'affichage. L'autre solution qui est, on va dire, autour de ce monde de l'audiovisuel, c'est les solutions de communication unifiée. Et là encore, on est passé en quelques années d'un usage assez modéré, puisque c'était moins d'un tiers des entreprises, à une projection qui prévoit que la grande majorité des entreprises les utiliseront dans les 2 ans à venir. Là encore, on peut imaginer que la période que nous vivons en ce moment risque d'accélérer l'adoption des solutions de communication unifiée. Alors après, elles sont plus ou moins sophistiquées. Hein. Ça va des solutions de visioconférence dans une salle de réunion, dans une tour à la Défense, à des solutions beaucoup plus simples ou beaucoup plus portables, comme ce qu'on peut avoir sur les PC type Teams ou Google Hangout et toutes ces choses-là, là encore adaptées à différents usages plus ou moins personnels, professionnels, etc. Donc en fait, si on résume un petit peu tout ça, on se rend compte qu'il y a un impact vraiment fort de l'audiovisuel sur l'Internet et que cet impact, il est aussi sur les réseaux, on va dire, Ethernet privés, et puis à travers finalement différents nouveaux types d'applications ou nouveaux types de services. Donc alors après, chacun de ces types d'applications ou de services vont être plus ou moins liés à l'Internet, plus ou moins liés au LAN. Hein. On va faire la distinction de cette façon-là. Effectivement, le streaming, c'est plus un usage personnel, mais on voit aussi qu'il peut y avoir dans le e-learning tout un tas d'applications qui vont utiliser ces technologies. La vidéo IP, donc on va dire tout ce qui est lié à la surveillance, les communications unifiées, le télétravail, alors qui regroupe tout un tas de choses, hein, puisque on va dire que dans le télétravail, il peut y avoir de la communication unifiée, il peut y avoir du streaming, il peut y avoir tout un tas de choses. Le téléenseignement, pareil, dont on voit que c'est quelque chose qui est fortement appelé à se développer. Et puis, j'aurais pu rajouter ici la télémédecine, enfin tout un tas d'autres secteurs dont on sait qu'ils sont appelés à évoluer très fortement. Les véhicules intelligents, hein, qui vont faire aussi un usage de la vidéo beaucoup plus important. On pourrait penser au système de thermographie connectée, puisque là encore, hein, vu l'actualité, c'est un secteur qui est plutôt en forte évolution. On le voit avec nos camarades de Fluke industriels. Et puis, il ne faut pas oublier que tout ça et toutes ces solutions qui sont a priori qui semblent déportées et qui semblent un petit peu invisibles dans ces concepts un peu flous qu'on appelle le cloud, derrière, c'est des data centers. Et alors, ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire, mais
C'est vrai que, allez, depuis, on va dire, un peu moins de 10 ans, on était plutôt sur une consolidation importante à travers des méga data centers qui étaient notamment portés par les opérateurs télécoms ou les grands acteurs de l'Internet, type Google, Facebook, Microsoft, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'on est de plus en plus dans des concepts, maintenant on revient à des concepts de data center edge, donc qui sont au plus près des populations, au plus près des centres de trafic importants. Et puis, par exemple, si on prend l'exemple d'une université ou d'un hôpital, on peut finalement tout à fait imaginer que dans les années qui viennent, cet hôpital ou cette université aura son propre data center pour héberger ses outils de télémédecine, ses outils de téléenseignement, ses systèmes d'examen en ligne, etc. Parce qu'on peut le comprendre à la fois pour des problématiques de confidentialité des données ou de sécurité. On ne voudra pas que ces données aillent se promener dans le cloud et à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres dans un data center. Il faudra que ce soit hébergé. Donc tout ça, ça provoque effectivement des nouveaux usages, des nouvelles technologies, des nouveaux besoins et donc des nouvelles infrastructures. Je reviens très rapidement à ces slides-là. Alors, ce n'est pas des slides qui sont le fruit de notre travail. Ça vient d'un rapport qui s'appelle le Cisco Annual Internet Report, qui est vraiment quelque chose, peut-être si ça vous intéresse, on le mettra dans les liens. C'est un document d'une cinquantaine de pages qui est mis à jour tous les ans et qui regorge d'informations vraiment très intéressantes sur l'évolution des technologies, des usages liés au réseau. Et c'est vraiment quelque chose de très complet et qui donne, je pense, qui apporte une vue complémentaire à nos métiers, on va dire une vue d'ensemble qui permet de mettre un petit peu en perspective tout ce qu'on vit au jour le jour. Donc ensuite, effectivement, le fait d'avoir plus d'infrastructures qui vont être nécessaires pour l'audiovisuel. Donc on a vu que dans l'audiovisuel, il y avait plein de choses. Il y avait à la fois des choses qu'on connaît bien, comme la vidéosurveillance. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'affichage. Il y a aussi tout ce qui est lié au télétravail, au téléenseignement. Donc je me suis juste arrêté sur quelques types d'entreprises et d'usages. Donc, effectivement, l'idée là, c'est pas du tout d'être exhaustif, mais c'est juste d'illustrer sur des cas concrets quels peuvent être les impacts. Ce qu'on voit aujourd'hui, et là encore, je me répète, mais c'est rendu encore plus d'actualité avec la crise qu'on traverse, c'est qu'il y a une réinvention complètement de l'enseignement et donc des universités et des écoles. Et que maintenant, on doit intégrer dans les enseignements les PC, les smartphones, des tableaux électroniques, des livres électroniques, de l'enseignement à distance. Et donc, forcément, je sais qu'à nos webinaires, il y a beaucoup de membres des académies, de l'éducation nationale, des professeurs qui nous écoutent, et je pense que c'est quelque chose qu'ils pourront commenter. Effectivement, il y a une réinvention des enseignements, et donc ça a un impact important sur les infrastructures d'université. Imaginez une université il y a 10-15 ans, le nombre de connexions réseau était assez limité, on va dire à des applications type bureautique. Si vous vous projetez aujourd'hui, vous allez avoir du contrôle d'accès parce qu'une carte d'étudiant, ça peut permettre d'accéder à certaines parties de l'université ou une carte qui va être celle d'un enseignant, ça va permettre d'accéder à d'autres salles, notamment aux salles de professeurs ou à un centre, une bibliothèque ou un mini-centre de recherche. Vous avez évidemment de la vidéosurveillance. Vous allez avoir peut-être une gestion intelligente du bâtiment. Et puis, sur ce qui concerne l'audiovisuel, vous avez effectivement de plus en plus des salles de classe qui vont disposer de connexions réseau avec des échanges de documents, avec tout un tas de choses. On le voit là encore, on est tous, beaucoup d'entre nous sont parents. On a vu comment, là, ces dernières semaines, l'enseignement avait été obligé de s'adapter aux circonstances.
et avec plein d'initiatives, plus ou moins heureuses, hein, parce qu'on entend tout un tas de choses. Mais je pense qu'effectivement, si vous imaginez les serveurs du CNED, je pense qu'entre début mars et aujourd'hui, leur nombre de connexions a dû changer de façon très importante. Habitant dans l'Oise, j'ai fait partie des premières. L'école de mon fils a été l'une des premières touchées par le confinement. Dès le lendemain, on avait accès au système du CNED. Et puis, ça s'est généralisé à des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'élèves. Et donc, vous imaginez l'importance pour le data center du CNED de pouvoir évoluer, de pouvoir s'adapter et aussi d'être une obligation de performance qui, d'un seul coup, sur un facteur, je ne sais même pas si c'est de 5, de 10, de 15, de 20, plus d'élèves qui doivent accéder aux ressources. Donc, effectivement, ça impacte les infrastructures fibre optique. Si on regarde dans les entreprises de services, l'impact sur le trafic, il est déjà, et sur les liens, il est déjà important, parce qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'effectivement, imaginez une tour à la Défense où j'ai plusieurs milliers de personnes, forcément, pendant une pause déjeuner ou quand je suis à la machine à café, les gens vont se connecter à YouTube ou à je ne sais quoi, peut-être à travers le Wi-Fi de l'entreprise. Et donc, vous mettez ça sur des milliers d'individus, forcément, vous avez un trafic qui est un petit peu différent que juste d'aller chercher un document Word ou un document PowerPoint sur un serveur. Donc là encore, il y a un impact important. Et puis, tout ce dont on vient de parler sur le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, les affichages dynamiques, pareil, ça a un impact très important sur les infrastructures. Et je pense que ça, vous le vivez tous sur les projets que vous mettez en œuvre. Et puis, c'est vrai aussi dans les commerces, les centres commerciaux, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus d'informations qui sont diffusées, hein, que ce soit dans les rayons, dans un point de vente, que ce soit sur des bornes spécifiques, que ce soit sur des équipements plus professionnels au personnel. Hein. Vous allez dans une concession automobile, le vendeur, maintenant, vous suit et mène la conversation, souvent équipé d'une tablette qui va vous permettre au lieu d'aller montrer des catalogues ou au lieu de commencer la configuration de votre véhicule, de le faire directement sur la tablette. Comme ça vous permet de le voir. Il peut échanger avec vous des données, etc. Donc, tout ça génère forcément une très, très forte augmentation du trafic et des liens nécessaires. Mais vous voyez les nouveaux centres commerciaux comme ils sont. Il y a des écrans quasiment à chaque fois que vous tournez la tête, vous voyez un écran. Il y a des bornes pour que vous puissiez retrouver. Il y a des capteurs pour voir si les parkings sont pleins ou pas. Donc, vous imaginez tout ça. Et puis effectivement, l'audiovisuel est la partie très, très importante de ces nouveaux usages. Vous voyez dans l'illustration, voilà, on a même parfois des sortes de mini-tablettes qui font office d'espace d'affichage publicitaire dans les rayons. Et puis, on voit ça pour être décliné sur plein de types d'endroits et de lieux de vie quotidien, hein, les gares, les aéroports, les aires d'autoroute. On voit que là encore, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de trafic de personnes, mais donc forcément, ça génère des trafics ultra importants et puis avec des besoins d'information et d'affichage qui sont très, très importants. L'avion, alors, on a un peu d'expérience dans les domaines des transports, mais c'est vrai que voilà, quand vous vous promenez dans un avion, voilà ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire des écrans partout, des gens qui regardent tout un tas de films. Et donc, vous imaginez que dans un avion, alors, je ne sais plus, Alain, est-ce que tu as en tête, tu te rappelles le nombre de kilomètres de câbles dans un avion, mais ça dépasse complètement l'entendement. Ouais, c'est une trentaine de kilomètres. C'est une trentaine de kilomètres. Donc voilà, alors pas que pour relier les différents écrans à une salle serveur, enfin, on va dire à une baie serveur où sont hébergés tous ces films et tous ces services multimédia. Mais imaginez qu'il y a un câble qui va de chaque siège à cette salle serveur.
Et je pense qu'en vous parlant de ça, vous pouvez deviner quels sont les équipements qui s'assurent que ces câbles fonctionnent bien. C'est des équipements jaunes qui marchent plutôt bien. Et puis, on voit aussi, alors dans les trains, alors c'est vrai qu'en France, on n'en est pas encore là, mais vous avez des pays où effectivement vous avez également ces systèmes de sièges qui intègrent des écrans multimédia. Les tramways, avec pareil de l'affichage publicitaire, les métros. Bref, on voit que ces systèmes d'affichage multimédia sont présents partout, hein, ce qui est logique à partir du moment où vous avez de l'information qui vit, l'affiche papier est un petit peu est obsolète beaucoup trop vite, donc les technologies la remplacent avantageusement. Et puis alors, on pourrait aussi parler des stades et des salles de concert. On travaille avec un collègue qui est notamment en Espagne, où vous savez qu'il y a des clubs de foot assez importants et où ils sont sur des projets qui sont complètement incroyables, hein, avec la possibilité, par exemple, demain, vous allez voir votre équipe préférée et puis vous avez votre smartphone et puis vous pouvez décider avec une appli qui est liée au stade de suivre votre joueur favori. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une caméra qui est toujours braquée sur votre joueur favori pendant toute la rencontre, avec tout un stade statistique sur le nombre de kilomètres qu'il a parcouru, le nombre de sprints qu'il a fait, le nombre de buts qu'il a mis ou sa participation en termes de passes décisives, etc. Et donc, vous imaginez que tout ça, ça a un impact sur l'infrastructure du stade. Pour partager avec vous, un stade comme le Parc des Princes, ça représente, entre le stade et ses alentours, ça représente près de 5000 caméras, puisque le Parc des Princes a l'obligation d'être capable d'identifier chaque individu qui est dans le stade ou qui est aux abords du stade, évidemment pour des raisons de sécurité. Donc, vous imaginez ça aussi dans une salle de concert. C'est vrai que les salles de concert sont de plus en plus grandes. Parfois, vous regardez le concert sur un écran ou sur plusieurs écrans. Il y a des effets visuels qui mélangent, on va dire, le virtuel avec le réel. Et on a parmi nos clients des installateurs qui sont spécialisés dans l'événementiel et spécialisés dans le fait de mettre en place un réseau pour ces grands concerts ou par exemple pour une émission de télé qui va avoir lieu spécifiquement dans un endroit particulier ou sur un festival. Eh bien, là encore, il y a 10 ans, c'était tout un tas de connectiques différentes, de coax, de câbles qui coûtaient des fortunes, parce que quand vous aviez 30 mètres de câbles pour faire de la vidéo haute définition sur des technologies propriétaires, c'était des câbles qui pouvaient coûter plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Et vous imaginez que la convergence et la standardisation autour de l'IP permet aujourd'hui de faire des déploiements beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples, beaucoup moins coûteux, alors avec un mix de cuivre, de fibre optique, mais des choses qui sont alors évidemment qui ont une durée de vie très limitée, mais en même temps qui ont une exigence de performance très importante. Donc, je pense que moi, je trouve ça très intéressant de prendre en compte tout ça et de regarder toutes ces évolutions, parce que derrière, les infrastructures, c'est notre métier de faire en sorte, nous, de vous proposer les meilleurs équipements de test pour que vous puissiez les mettre en œuvre, les certifier, les dépanner. Et puis, vous aussi, vous êtes face à des infrastructures qui évoluent grandement, que ce soit en termes d'équipements qui sont connectés, d'usage, et qu'effectivement, on voit que tout ça a plutôt tendance à s'accélérer, à continuer, et que donc, il faut évidemment prendre en compte tout ça. Alors, vous avez plein de normes et plein d'applications réseau qui gèrent tout ça. J'en ai retenu que quelques-unes, alors vraiment liées à l'audiovisuel, parce qu'on pourrait aussi parler des systèmes de codec, on pourrait parler de tout un tas de choses, mais là, on va s'arrêter sur quelques-unes qui nous semblent les plus importantes et les plus, on va dire, en vogue pour l'audiovisuel. Alors, la première qui est la plus connue, c'est l'HD Basté, donc qui permet de transporter de la vidéo 4K non compressée, de l'audio, des données à 100 mégas, d'alimenter
l'appareil, et puis également d'avoir différents signaux de contrôle, allumer, éteindre, augmenter le volume, enfin bref, tout un tas de choses, donc de piloter l'appareil à distance. Vous voyez un petit peu tout l'intérêt de ça, par exemple, dans le cadre d'une entreprise avec différents accueils ou différentes informations à diffuser. Alors, c'est une application qui est non IP, donc ça veut dire que on n'est pas sur la couche OSI et toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, alors, hop, pardon, et d'ailleurs, voilà. Et d'ailleurs, pardon, j'ai fait plusieurs bêtises. Et d'ailleurs, ce consortium, hein, cette alliance HD-BAST-E, maintenant est en train de travailler sur une HD-BAST-E IP qui permettra effectivement d'être sur une application de type IP avec les mêmes services proposés. Vous avez également le SDVOE, Software Defined Video over Ethernet, donc qui pareil permet de faire de la vidéo 4K non compressée, de l'audio. Là par contre en données on est déjà à 1 giga, donc pour des applications on va dire un peu plus exigeantes, l'alimentation également et les divers signaux de contrôle. Et puis vous avez celle-là qui est aussi importante, alors qui est liée à d'autres choses, parce que notamment avec la prise en charge des droits. Vous savez que dans le monde de l'audiovisuel, il y a des systèmes de droits d'auteur, droits d'accès, etc., qui sont assez importants. Alors, je pense que on peut déjà voir des choses très importantes dans ces différentes applications réseau. Et je pense que vous allez voir un petit peu où on va, puisque si vous suivez mon pointeur, vous allez voir qu'effectivement, il y en a certaines qui permettent de faire quelque chose qui est assez intéressant, qui est l'alimentation. Alors, quelles sont les normes qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ces applications? Alors là-dessus, c'est relativement simple, on va dire, puisqu'il n'y a pas de normes spécifiques, puisque ces applications vont être supportées par l'ISO 11801 classe A et par l'ISO 14763-3, donc pour la partie fibre optique, et puis avec leur corollaire TIA 568, ABC, etc. Donc effectivement, on se rend compte que l'alimentation est un point important pour l'affichage, puisqu'on voit que l'HD-BAST et le SDVOE peuvent transmettre des niveaux élevés de courant continu en utilisant les 4 paires du câble. Alors, on a le PoE pour le SDVOE, donc qui est quelque chose qu'on connaît bien, et puis le POH pour l'HD-BAST. Alors, le POH, c'est jusqu'à 100 watts sur 4 paires, donc qui est en parallèle des signaux, on va dire, classiques de transmission vidéo, audio, etc. Et puis, le PoE, jusqu'à 60 ou 90 watts, selon le type, type 3 ou type 4, de courant continu, là aussi sur 4 paires. Donc, le grand avantage de tout ça, c'est que ces niveaux de puissance, ils vont être suffisants pour alimenter des écrans vidéo, des moniteurs, de la signalisation numérique, et puis même également des boîtiers d'écouteurs, puisque quand on est, par exemple, soumis à des systèmes de droit, vous pourrez faire le parallèle, par exemple, avec un décodeur Canal+, ou ce genre de choses. Mais imaginez, pareil, l'enseignement, imaginez un boîtier avec une carte qui va me donner accès à tel type de cours, tel type de programme, tel type de ressources éducatives. Donc, on voit là un mélange entre du contrôle d'accès, de la vidéo, etc. Donc, des services assez innovants, assez intéressants. Et puis, alors, évidemment, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette alimentation, ça a une incidence sur le test? Alors, je pense que pour ceux qui ont participé à quelques-uns de nos webinaires, et notamment à ceux de Gaëtan sur le PoE, je pense que vous avez déjà la réponse. Mais effectivement, on sait que notamment l'échauffement va avoir une incidence sur la perte d'insertion, et que donc on va parler
de tension, de mode commun, de répartir uniformément le courant entre les conducteurs et dans les paires. On va parler de la résistance asymétrique du courant continu. Et puis également, donc, que ce soit au sein d'une paire ou entre différentes paires, pour s'assurer que l'énergie est transmise de la meilleure des façons. Et alors, pour mémoire, effectivement, vous avez tout un tas on a tout un tas d'éléments techniques très factuels qui sont… alors, je n'ai pas regardé la liste des participants, mais je pense qu'il y a aussi des fabricants de systèmes de câblage qui sont dans l'assistance. Et on sait que, notamment à partir de 60 watts, on a des risques importants d'augmentation de la perte en insertion et donc une réduction des performances globales. Et ce qu'on sait, c'est que à partir du moment où on franchit ces 40, 50 degrés, là, on commence à avoir des problématiques vraiment importantes. Alors, c'est plus ou moins l'échauffement est plus ou moins important selon les catégories de câbles. Mais effectivement, on sait que ça génère, là encore, une mise en place différente d'un câble qui ne supporterait pas du PoE. Et finalement, la grande difficulté pour vous, installateurs, ou pour vous, gestionnaires d'infrastructures, de réseau, c'est quelles sont les parties de mon infrastructure qui sont amenées à transporter du PoE et quelles sont les parties de mon infrastructure qui n'est pas amenée à transporter du PoE. Ce qui est assez compliqué parce que si, par exemple, vous prenez, on ne va pas faire de publicité, mais si vous prenez, par exemple, une chaîne de magasins de sport très connue, dans leur cahier des charges, ils veulent pouvoir, alors je ne sais plus, c'est 48 heures ou 70 heures, complètement changer leur point de vente. C'est-à-dire que le rayon équitation, il se retrouve au rayon cyclisme et la partie tennis au rayon golf ou peu importe. Et donc, bouger les caisses, bouger tout. Donc, ils ont une utilisation du Wi-Fi, du PoE, etc., qui est ultra importante. Et donc, ça veut dire que quand je mets en place l'infrastructure dans ce bâtiment, j'ai aucune idée de quelle partie de mon infrastructure va nécessiter du PoE ou pas. Donc, ça veut dire que je vais faire une infrastructure capable de supporter du PoE, finalement, de bout en bout. Et puis, effectivement, on l'a vu là, sur la certification des câbles PoE. On sait que la PoE ou le PoE est transmis en appliquant une tension de mode commun, que ce soit sur 2 ou 4 paires, que ce courant doit être réparti de la façon la plus égale entre les conducteurs et que donc la résistance doit être équilibrée. Et c'est ça qu'on appelle la résistance asymétrique, c'est-à-dire le fait qu'on constate des différences entre la résistance des différentes paires ou des paires entre elles. Donc effectivement, l'impact de ça, c'est que si jamais on a ces problématiques, ça va avoir un impact, alors pas seulement et finalement pas tant que ça sur l'alimentation en tant que telle de l'équipement, mais sur les signaux de données qui sont transmis à cet équipement. Donc ça veut dire qu'on utilise un câble Ethernet pour transmettre de l'énergie, et finalement, si ce câble Ethernet n'est pas capable de transmettre correctement l'énergie, alors il y a un impact sur les données qu'on transmet. Alors, ça peut donner lieu parfois à des choix qui peuvent sembler assez intéressants, et parfois on entend des clients finaux qui disent finalement c'est très bien parce que le fait d'avoir un seul câble, ça veut dire que finalement, je n'ai plus qu'une chose à dépanner. Je n'ai plus à me poser de la question, est-ce que ça vient de l'alimentation électrique? Est-ce que ça vient du réseau de données? Je repose que sur une seule infrastructure, un seul type de câble. Et puis donc, je peux avoir plus de souplesse et plus de rapidité et avoir un process de dépannage qui est plus efficace. Effectivement, ce qui est intéressant, puisqu'ils se disent, tiens, finalement, si j'ai un problème lié à mon infrastructure, ça ne marche pas du tout. Je n'ai pas qu'une partie de mon écran qui est juste allumée, mais les données qui sont pas mises à jour. J'ai quelque chose de global, ça marche pas. Donc, effectivement, c'est une approche qui peut être assez intéressante. Et puis, effectivement, sur cette certification des câbles PoE, on a vu, puisque Gaëtan nous a fait
nous a déjà fait deux exposés sur l'histoire du POE depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, et donc de voir effectivement comment tout ça avait pu évoluer. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les normes de type ISO et TIA sont insuffisantes pour valider correctement le POE. Puisque, vous le savez, dans les comités de normalisation, vous avez l'ISO et le TIA pour la partie, on va dire, d'infrastructure au terme passif, enfin, au sens passif du terme. Et puis, vous avez d'autres qui gèrent notamment toutes les applications réseau, que ce soit l'I3E ou il y en a plein d'autres. Par exemple, l'Alliance HD-BAST, ça en fait partie. Et donc, l'I3E, elle, dans sa norme 802.3, qui a tout un tas on va dire de variantes, prend à des exigences qui sont relatives notamment à la résistance de boucle et à la résistance asymétrique dans une paire. Les comités de normalisation les ont inclus dans les normes, mais ces mesures sont encore optionnelles. Alors, pourquoi? C'est vrai que ça peut sembler bizarre. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas de testeur terrain qui était capable de faire ça. Et donc, comme les normes ont quand même une volonté d'être indépendantes, puisqu'elles regroupent à la fois les fabricants de systèmes de câblage, les fabricants d'équipements actifs, les fabricants d'équipements de test, eh bien, elles ont pris la décision de ne pas rendre ça optionnel, puisque ce n'était pas dans les capacités de tout le monde de faire ces tests liés au POE. Alors, l'exemple qui est souvent, qu'on utilise souvent, voilà un câble qui est certifié selon l'ISO 11801 en channel classe A. Et puis là, mon câble, il est correct, tout va bien. J'ai tous mes éléments de Next, etc., qui sont bons. Donc, effectivement, ce câble est bon, va permettre de faire de la classe A. Par contre, je n'ai aucune assurance de sa bonne capacité à transmettre du POE, et notamment du POE qui va être, alors sans doute sur du 10-15 watts, je n'aurai pas forcément de problème, mais sur des puissances plus importantes, je risque d'avoir un problème. Et puis, quelque chose aussi qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le câble que j'ai mis en place dans mon centre commercial, dans ma tour à la Défense, en tant que propriétaire du lieu ou exploitant du lieu, je n'ai pas prévu de le remplacer dans 3 ans. Par contre, tous les équipements qui sont connectés à cette infrastructure, eux, ils vont évoluer beaucoup plus rapidement que mon câble, puisque vous savez bien que généralement, on met en place un système de câblage pour 5, 10, 15 ans. Et donc, forcément, le fait de tester le POE semble une évidence. Alors, de plus en plus de cahiers des charges intègrent ces tests de POE, c'est tant mieux. Mais donc, effectivement, ça a un impact fort, puisque le même câble que je vais tester selon la même norme, mais juste en rajoutant plus Hall, alors ce qui est une appellation dans nos testeurs, là, je vais être en échec. Et donc là, effectivement, je vais voir que la classe A, elle n'est pas suffisante, que j'ai besoin d'aller faire des tests complémentaires de déséquilibre résistif qui vont me permettre de m'assurer de la bonne capacité du câble aujourd'hui et dans le temps à transmettre de l'énergie correctement pour un équipement qui peut être aujourd'hui un équipement qui n'est pas alimenté au POE ou peut-être qu'à 10-15 watts, mais rien ne me dit que demain, cet équipement ne sera pas un équipement en 60 watts ou 90 watts, et c'est ça que je suis en train de préparer en mettant en place cette infrastructure. Alors, pour rentrer dans le détail, mais de façon assez sommaire, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues, et je pense que maintenant, ça devient des choses, on va dire, bien des choses presque basiques pour vous. Effectivement, ce déséquilibre résistif va mesurer la différence de la valeur de résistance entre chaque fil dans la paire. Donc là, on a un petit exemple où effectivement, on voit la résistance de ces 2 fils dans la paire 1-2. Et puis, on voit une résistance globale et puis un déséquilibre résistif. Et puis, on voit que la norme, en fait, s'appuie sur… alors, vous voyez dans les limites qui sont dans les documents de limites de nos testeurs, vous voyez qu'effectivement, c'est exprimé
Alors, soit en valeur absolue, soit en valeur relative à travers un pourcentage. Et puis, c'est effectivement ce qu'on va mesurer et ensuite, on va appliquer ces limites à la mesure qu'on a faite et puis déterminer un statut correct ou échec. Donc, l'impact, c'est qu'effectivement, c'est un test un peu différent à déterminer. Il y a un impact de quelques secondes sur le temps de test, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et puis, effectivement, comme on le voit, attention, je sais pas si j'ai un petit souci de slide, mais comme on le voit, effectivement, on a dans les différentes normes, donc le fait que ce soit optionnel, mais le fait que ces notions de PoE+, et de PoE++ qui va jusqu'à 91 watts sont spécifiées selon les 3 E et se retrouvent dans nos tests. Alors, où est-ce que je vais trouver dans mon DSX ces tests plus Hall? Je vais le trouver en fait tout simplement dans mes limites de test. Quand je vais aller dans mes limites de test ISO, mais c'est valable aussi pour le TIA, mais vous savez qu'on préconise que vous utilisiez l'ISO dans la majorité des cas, sauf si votre client vous demande d'utiliser la TIA. Et puis, c'est disponible depuis 2013 sur le DSX 5000 et depuis 2017 sur le DSX 8000. Donc, ce qui est intéressant à travers ça, c'est qu'on a vraiment un bon retour d'expérience. On a pu travailler avec certains fabricants, que ce soit à la mise en œuvre de ces nouvelles mesures ou aussi à tout un tas de tests, donc qui vous garantissent, on va dire, les bonnes mesures avec plusieurs années d'expérience et de recul qui vous garantissent une grande précision de mesure comme on a l'habitude de vous le proposer. Et puis l'autre point qui nous semble important dans ce monde, on va dire, de l'audiovisuel, c'est qu'effectivement, le type de lien peut aussi être amené à évoluer. Parce que quand je vois ces bornes, alors ça c'est une borne de commande multimédia que vous avez notamment dans des enseignes de restauration rapide, eh bien, effectivement, on se demande le bien fondé de faire un lien type permanent link avec les cordons. Et donc, on est sur des types de liens plutôt hybrides, d'un côté qui ressemble à du channel, de l'autre côté qui ressemble à un lien permanent. Et puis, là encore, une petite question piège. D'ailleurs, je me suis dit qu'il est fort possible qu'on intègre dans nos webinaires des petits quiz, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais lors de nos événements qu'on fait avec nos partenaires ou avec les fabricants de systèmes de câblage, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Et je pense qu'on va maintenant aussi le mettre en place pour nos webinaires. Donc, effectivement, moi, je pense que la plupart d'entre vous a la réponse. Est-ce que c'est un test en lien permanent ou est-ce que c'est un test en channel? Eh bien, ni l'un ni l'autre, c'est un test MPTL. Alors, pareil, c'est quelque chose qui est défini dans les normes. Alors, la norme nord-américaine a un peu d'avance sur la norme européenne et internationale, mais c'est déjà malgré tout intégré dans nos équipements de test. Et donc, on peut le faire. Donc, vous voyez comment on doit faire le test. On doit le faire effectivement avec d'un côté un adaptateur permanent, lien permanent link, pardon, donc au niveau je perds mes mots, au niveau de la salle serveur, et puis de la salle machine ou de la salle télécom, pardon. Et puis de l'autre côté, j'utilise quelque chose qui pourrait ressembler à un adaptateur channel, mais effectivement qui pourrait seulement y ressembler. Là encore, je vais utiliser, donc je peux aller chercher mes limites. Alors là, je suis obligé d'utiliser des limites de type TIA, mais bon, assez vite, ça sera également intégré dans l'ISO. Et puis, alors, la vraie question, c'est est-ce que je peux utiliser un adaptateur channel? Et alors, c'est vrai qu'encore eu des discussions ces derniers jours avec, moi, je le fais avec un channel. Oui, mais non, en fait, parce que c'est un adaptateur cordon qui doit être utilisé. Alors, oui, ils se ressemblent. Mais si on les ouvrait et si on regardait leurs spécificités techniques, on verrait qu'ils se ressemblent beaucoup moins, puisque la grande différence entre un adaptateur channel et un adaptateur cordon, c'est qu'un adaptateur channel ne teste pas le connecteur d'extrémité.
Et là, effectivement, comme on a ce besoin de tester le connecteur d'extrémité, donc on va utiliser un adaptateur MPTL. Et donc, effectivement, ces tests MPTL, ils sont d'ores et déjà disponibles et puis ils vous permettent tout simplement de faire vos certifications. Alors, pour l'instant, avec cette limite qui est liée à la TIA, mais je dirais que c'est l'exception qui confirme la règle et que ça va être réglé dans les mois qui viennent puisque les comités de normalisation sont en train de le mettre en place. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, je vais avoir là, avec la mise en place de ces de cette technologie du POE et de ces modes de test liés à des modes de raccordement un petit peu différents, ça veut dire que ça a un impact sur la gestion de mon projet. Parce que ça veut dire que sur les 500, 600, 1000, 2000, 3000 liens que j'ai à tester, je vais avoir peut-être des types de tests différents à faire parce que je suis face à des types de liens différents et à des liens dont les usages vont être un petit peu différents. Et puis, c'est l'occasion de vous rappeler que dans nos appareils, il y a cette gestion de projet qui vous permet d'avoir différents types de normes, différents types de méthodologies de test, différents types de nommage de liens dans le même projet. Donc, ça veut dire que je peux avoir un projet pour l'hôpital de je ne sais où et que dans ce projet pour l'hôpital, j'ai 300 liens que je vais faire de façon classique parce que je sais que c'est pour de la bureautique ou des choses qui nécessitent aucun POE. Je vais avoir la possibilité de faire 400 liens qui intègrent du POE et puis peut-être certains qui intègrent du MPTL et d'autres qui ne l'intègrent pas. Et donc, la possibilité de, là encore, d'être capable de donner un travail de la plus grande qualité à mon client et puis aussi de pouvoir discuter avec lui de façon constructive, c'est-à-dire que le fait de poser la question, je pense, de la possibilité pour l'infrastructure d'accueillir des équipements POE, vous permet de lui faire comprendre et de s'appuyer notamment sur nos publications, sur les publications aussi des fabricants de systèmes de câblage, que non, ce n'est pas parce que votre lien est certifié classe A qui va permettre d'accueillir un équipement POE, par exemple plus ou plus, de la bonne façon et qu'il y a un risque non seulement sur l'alimentation de l'appareil, mais également sur le transfert des données et que donc c'est pas suffisant. Idem pour le MPTL. Oui, vous voulez mettre en place ce type de connexion, sachez que pour le faire, il faut des équipements et des accessoires supplémentaires. Il faut s'appuyer sur une norme qui est un petit peu différente. Et je pense que n'importe quel client qui a vraiment conscience des enjeux de son infrastructure, il vous écoutera. Vous savez que dans ces, enfin non, vous savez pas forcément, mais dans ces webinaires, il y a différents types de participants. Ça peut être des installateurs, des intégrateurs, ça peut être des clients finaux, ça peut être des formateurs, ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des gens qui viennent plus du monde de l'industrie. Et donc, c'est important aussi et c'est bien de pouvoir échanger et de partager sur toutes ces évolutions parce que ça permet, j'espère, d'avoir des constructions, des discussions très constructives entre bureaux d'études, clients finaux, installateurs, fabricants de systèmes de câblage, parce que c'est quelque chose qu'on répète qu'on répète sans doute à tous les webinaires. La bonne norme, c'est la norme qui a été décidée entre le client d'études, le client, pardon, le bureau d'études, le fabricant et l'installateur. Et c'est d'autant plus important pour l'installateur parce qu'on on a rarement vu que ce soit les autres parties qui refassent les tests. Et généralement, c'est pour l'installateur. Ça veut dire qu'effectivement, s'assurer de l'utilisation des bonnes normes, c'est là encore une garantie et on va dire une optimisation du projet et donc de sa rentabilité pour l'installateur. Donc, des choses qu'on recommande très souvent, c'est de dire il y a une incertitude sur le type de test qu'il faut faire. Faites quelques tests, envoyez-les au client ou au bureau d'études et demandez-lui si c'est le test qu'il attend. Parce que je préfère avoir l'information au bout de quelques minutes ou quelques heures de travail
plutôt qu'au bout d'une campagne de test de plusieurs jours ou de plusieurs semaines, qui, si malheureusement le type de test qui a été fait, c'est-à-dire la norme qui a été utilisée, la méthodologie de test qui a été utilisée, ne sont pas les bonnes, parce que ça veut dire que ça va générer un travail supplémentaire et donc un impact sur les délais, un impact sur la rentabilité du projet. Et on aime tous beaucoup nos clients, mais on a aussi tous des impératifs économiques et de rentabilité. Donc, c'est quelque chose qui est très important et qui est vraiment à prendre en compte. Alors, une petite page de pub pour le microscanner POE, puisque effectivement, il n'y a pas que la certification dans la vie, il y a aussi la vérification ou la qualification, mais là, en l'occurrence, la vérification, oui, qui dit infrastructure plus exigeante, notamment en termes de POE, dit peut-être besoin d'outils adaptés au POE. Alors, avec les capacités du microscanner de vous dire quelle est la puissance qui est encore disponible sur un switch, de vous typer un appareil selon son type de POE et sa classe, etc. On a eu l'occasion de le voir. On pourra repartager avec vous ces éléments. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On mettra aussi sans doute peut-être une petite vidéo sur le microscanner POE dans les liens qu'on vous enverra, de façon à ce que vous ayez le plus d'éléments sur ce type d'appareil. Et puis, je pense que suite à l'échange qu'on aura eu ce matin, vous envoyez encore plus la pertinence. Alors, pour conclure, effectivement, cette convergence audiovisuelle Ethernet est une réalité. Son impact sur les réseaux est importante. Plus d'équipements, plus de bandes passantes nécessaires, plus de liens. C'est quelque chose qu'on vit tous depuis plusieurs années. Je pense que c'est vrai que l'évolution, et là encore, c'est quelque chose c'est une thématique qu'on aime bien aborder. Si on regarde l'évolution des infrastructures de câblage ces 10 dernières années, elle est finalement pas tellement normative. Elle est plutôt en termes de nombre de liens, c'est-à-dire qu'on est passé de quelques centaines de liens à plusieurs dizaines de milliers et parfois au-delà de 100 000 liens sur des projets. Donc ça, c'est le premier grand changement. Et le deuxième grand changement, c'est qu'effectivement, on a des nécessités en termes notamment de POE qui changent la façon dont on conçoit et dont on déploie les infrastructures de câblage. On peut aussi parler effectivement du MPTL, qui est lié à tout un tas d'environnements et à des facilités de déploiement. Et puis, forcément, tout ça, ça a un impact sur la conduite des projets avec plusieurs types de câbles, plusieurs types de tests, plusieurs types de nommages qui sont à prendre en charge. Et puis, forcément, la connaissance des normes est de plus en plus importante. Et puis, en faisant un jeu de mots vraiment de fabricant d'équipements de test, la connaissance des limites des normes. Et pas des limites des normes au sens où ma limite maximale de Next, c'est de tant de dB, mais des limites de normes, c'est-à-dire de savoir, par exemple, et c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait que vous reteniez aujourd'hui, qu'un test classe EA ne permet pas de valider le fait qu'un lien va transporter correctement du POE. C'est ça la limite, c'est ça l'une des limites du test classe EA. Pour ça, il faut faire des tests qui sont intégrés dans la norme, mais qui étaient optionnels, notamment grâce à nos équipements. Vous avez la possibilité de les réaliser très facilement. Donc effectivement, et en plus, ce qui est très bien, je pense, pour nous tous, c'est que ces nouvelles exigences, ça renforce la nécessité aussi d'utiliser des systèmes de câblage qui sont de qualité, parce qu'on est tous impactés par ça, par on va dire une dérive sur et une focalisation sur le prix des infrastructures et pas trop sur leur qualité. Mais ce qu'on voit malgré tout depuis quelques années à travers les échanges qu'on a notamment avec les clients finaux, c'est que c'est quelque chose qui change parce qu'effectivement, il y a plein de nouveautés, il y a plein de nouvelles choses, il y a plein de nouveaux services, de nouveaux usages, de nouvelles exigences. Et donc, ça renforce la volonté d'avoir des infrastructures de qualité et donc avec des composants de qualité. Et puis également, ça renforce le fait que la certification est tout sauf une option
et qu'elle doit être bien faite en accord avec les exigences de performance du client final et puis évidemment en accord avec le fabricant de système de câblage et puis l'installateur. Voilà pour cette présentation. Alors, comme d'habitude, vous aurez la possibilité de recevoir notre guide. Alors, notre guide et également Alors, je vois qu'il y a un sondage qui vient d'apparaître. Alors, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est très bien. Oui, je viens de lancer ça. Ouais, très bonne idée. Effectivement, on s'était dit qu'on le ferait, mais on ne l'avait toujours pas fait. Donc, super Gaëtan de l'avoir mis en œuvre. Et puis, donc, merci d'avoir la gentillesse de répondre à ce petit sondage. Là encore, ça nous permettra de mieux comprendre les évolutions de notre métier. Et puis, pour recevoir ce guide, l'installation réussie du POE, mais aussi, on ajoutera, comme on le fait de plus en plus là, ces derniers jours, des liens vers des vidéos ou peut-être même sur des ressources externes. Il vous suffit d'envoyer un email, eric.meunier@fluidnetworks.com. Et puis, comme d'habitude, alors ça y est, j'ai répondu au sondage. Et puis, comme d'habitude, vous avez sur notre site tout un tas d'informations, la base de connaissances, les chroniques de câblage. Donc, par exemple, je mettrai dans les liens l'une des chroniques de câblage où vous retrouverez certaines informations que j'ai partagées avec vous aujourd'hui sur les tests audiovisuels. Pareil, hein, c'est quelque chose, ça peut alimenter vos discussions, alors que ce soit avec votre équipe technique, mais que ce soit aussi avec vos clients ou que ce soit avec certains de vos partenaires. Tout ça est là justement pour être public, pour être partagé, pour être discuté. Et puis également, vous savez qu'on est présent sur LinkedIn, sur YouTube, qu'on a également un fil d'actualité sur Twitter. Bref, qu'on est assez présent sur l'Internet et les réseaux sociaux et qu'on essaye de partager le plus d'éléments avec vous. Et puis enfin, pour toutes vos questions, interrogations ou demandes plus précises, je pense que la plupart d'entre nous connaît au moins bien l'un de nous trois, si ce n'est plus. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On a un peu moins de réunions et de rendez-vous en ce moment, donc on est un peu plus joignable. Et puis également le support commercial Gold ou le support technique ou le service de calibration. Donc, vous retrouvez toutes les coordonnées de nos différents services et personnes dans ce dernier. Et donc, maintenant, je vais me tourner vers Gaëtan. Et est-ce que nous avons des questions ? Oui, alors il y a quelques questions. La première, une des dernières là qui vient d'être posée par Nicolas Dussert par rapport à ce qui a été dit dans le DSX 5000, on peut tester en ISO 11801 PLE classe EA plus PE et plus Hall, donc la norme n'est pas validée mais déjà utilisable dans les tests avec Fluke. Alors c'est effectivement ça. La norme. Alors, je vais revenir un petit peu. Alors, vous savez que les fabricants, les gens qui travaillent pour les fabricants d'équipements de test sont souvent un petit peu tatillons. Mais je vais juste me permettre de dire que cette norme, elle est validée, mais elle est optionnelle. Okay, ça veut dire que ces tests de déséquilibre résistif, comme on l'a vu, sont déjà normés dans le sens où on a des valeurs maxi, que ce soit des valeurs absolues ou des valeurs relatives. Mais elle est optionnelle. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, on l'a intégrée également de façon optionnelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller choisir mon plus PE ou mon plus Hall dans mes limites de test qui sont disponibles. Donc, oui, Nicolas Dussert, cette fonctionnalité est d'ores et déjà disponible, et même depuis plusieurs années, dans les DSX 5000 et 8000. Pour le MPTL, même question de Nicolas, qui voulait savoir est-ce que c'est optionnel ou pas. Alors, pour le MPTL, c'est pris en charge par la norme. Alors, pour l'instant, que par la norme TIA. Ça veut dire que si je dois certifier des liens MPTL, je dois plutôt m'appuyer sur la norme TIA ou alors jouer un petit peu trop avec le testeur et dépasser certains messages.
bon, je pense que le mieux, c'est d'avoir un accord avec le fabricant et avec le client final sur comment ces liens doivent être testés de façon, là encore, à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise.